Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo du Mystère dit. J'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente semaine. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler de 3 actualités qui franchement auraient déjà chacune de quoi faire lever un sourcil à elles seules. Actu numéro 1, des scientifiques liés à des secteurs ultra sensibles qui disparaissent ou meurent dans des circonstances de plus en plus troublantes. Notre actualité numéro 2, les véritables faiseurs de rois, le groupe Bilderberg qui se réunit discrètement à Washington autour de l'intelligence artificielle, de la guerre et de la finance numérique. Et enfin, notre actu numéro 3, cette image complètement hallucinante de Donald Trump, mise en scène comme une figure christique dans une iconographie qui flirte ouvertement avec quelque chose de beaucoup plus sombre. Vous n'avez pas pu passer à côté. Et si ces 3 infos n'avaient en réalité absolument rien d'anecdotique, mais racontaient au contraire le même basculement, celui d'un monde où le savoir se verrouille, où le pouvoir se coordonne dans l'ombre et où le politique commence à se déguiser en salut. Alors les amis, installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui c'est du lourd et on y va, on y go et c'est maintenant. Avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier mon partenaire du jour. On parle souvent de liberté d'expression, de ce qu'on peut encore dire, montrer ou penser publiquement. Mais il y a une autre liberté dont on parle beaucoup moins alors qu'elle devient de plus en plus cruciale, la liberté de naviguer. Parce qu'aujourd'hui, oui, il ne suffit plus de se demander ce qu'on a le droit de dire, il faut aussi se demander ce qu'on a encore le droit de chercher, de consulter, d'explorer, sans être observé, analysé, profilé. Parce que oui, chaque recherche, chaque clic, chaque site visité peut potentiellement être enregistré. Et quand on s'intéresse à des sujets sensibles, comme moi sur ma chaîne, à des angles alternatifs, à des informations qui sortent un peu du cadre habituel, cette question-là devient tout sauf théorique. À partir de là, le vrai sujet n'est plus seulement est-ce que je peux accéder à telle ou telle information? Le vrai sujet, c'est qui regarde par-dessus mon épaule pendant que je le fais. C'est précisément pour cela que personnellement, j'utilise maintenant depuis de nombreux mois CyberGhost VPN. Alors le principe d'un VPN est simple. Il crée un tunnel chiffré entre vous et Internet. Votre adresse IP réelle est masquée, votre trafic est crypté et votre fournisseur d'accès ne peut plus analyser ce que vous consultez. Mais là où à mes yeux en plus CyberGhost est particulièrement important et particulièrement efficace, c'est sur un point central, leur politique zéro log. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, CyberGhost ne conserve aucune donnée de navigation, pas d'historique, pas de suivi de vos activités, pas d'enregistrement de vos recherches. C'est clairement indiqué dans leur politique de confidentialité. Et cela veut dire quelque chose de bien simple. Même s'ils le voulaient, il n'aurait rien à transmettre en ce qui concerne votre navigation personnelle. Et en plus, CyberGhost, c'est pas un petit acteur sorti de nulle part. C'est aujourd'hui 38 millions d'utilisateurs, avec en plus une excellente note sur Trustpilot, ce qui donne aussi un indicateur concret de la confiance que le service inspire à grande échelle. Les chiffres ne mentent pas. Et au-delà de ça, en plus de ces garanties-là, vous avez aussi plus de 100 pays disponibles pour changer virtuellement de localisation. Une protection utile sur les Wi-Fi publics. Une application facile à utiliser sur PC, Mac, smartphone, tablette et Android. Et une garantie satisfait ou remboursée pendant 45 jours. Qui fait ça? Il y a aussi un autre avantage, très concret. CyberGhost vous permet d'accéder à du contenu bloqué sur plus de 40 plateformes de streaming. Vous ne savez pas quoi regarder? CyberGhost va vous aider. Parce que simplement en changeant votre localisation, que ce soit vers les États-Unis, le Japon ou d'autres pays, cela vous permet de débloquer jusqu'à 50% de contenu supplémentaire sur des plateformes comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+. Mais aussi, dans certains cas, d'obtenir de meilleures offres en ligne selon la région depuis laquelle vous naviguez. Et de surcroît, avec mon lien en description, vous bénéficiez de moins 83% de réduction, plus 4 mois offerts. Personnellement, c'est quelque chose que j'active quasiment systématiquement avant de commencer mes recherches. Je serais dingue de ne pas le faire. Parce qu'au fond, aujourd'hui, explorer librement, ce n'est pas seulement avoir accès à l'information, c'est aussi faire en sorte que cette exploration
reste vraiment la vôtre. Merci donc à CyberGhost VPN pour leur confiance. Allez, il est temps de rentrer directement dans le vif de notre actualité numéro 1, la liste. Le 6 avril 2026, Nick Pope, 60 ans, meurt à Tucson, en Arizona. Officiellement, un cancer de l'œsophage de stade 4, diagnostiqué le 12 février. Rendez-vous compte. Autrement dit, à peine 2 mois entre l'annonce et la fin. Une dégradation éclair, une trajectoire presque foudroyante pour un homme qui, vous allez le voir, est loin d'être anodin. Et en plus, jusqu'au dernier jour, il parlait encore. Depuis son lit, il donnait des interviews, répondait à des questions, commentait l'actualité du dossier UAP, comme s'il refusait de quitter la scène sans continuer à transmettre ce qu'il savait. Il avait d'ailleurs lui-même résumé son état sur la plateforme X en une phrase nue, brutale, presque clinique. « Je ne m'en sortirai pas ». Nick Pope, les amis, n'est pas un commentateur tardif venu surfer sur la mode des ovnis. C'est l'homme, sachez-le, qui a dirigé de 1991 à 1994 le bureau officiel d'enquête sur les ovnis du ministère de la Défense britannique. Le seul fonctionnaire d'État occidental à avoir occupé ce poste publiquement. Il a vu les dossiers. Il a eu accès à ce que l'appareil militaire britannique avait réellement observé, classé, enfoui. Et une fois sa carrière terminée, il n'a pas disparu dans le silence confortable des anciens initiés comme certains. Non, au contraire, il a continué. Podcast, documentaire, audition, entretien, intervention publique, jusqu'au bout. À sa mort, Ross Coulthart, l'une des voix les plus sérieuses sur le dossier UAP, n'a pas parlé d'un vulgarisateur ou d'un simple chroniqueur. Il a parlé d'un témoin. Et c'est précisément là que cette mort devient, vous allez le voir, très très intéressante. Parce que Nick Pope ne meurt pas seul. Il meurt, vous allez comprendre, au bout d'une séquence. Et cette séquence, depuis juillet 2024, ressemble de moins en moins à une succession de drames isolés et de plus en plus à quelque chose qu'on ne veut surtout pas regarder d'un seul bloc. Enfin, à part bien évidemment sur ma chaîne. Parce qu'en effet, depuis juillet 2024, 10 noms de grosses structures se sont accumulés dans les marges d'un même paysage. JPL, Los Alamos, MIT, Caltech, Air Force Research Laboratory, Kansas City National Security Campus, ministère de la Défense britannique. Et là, 10 profils reliés directement au nom, aux zones les plus sensibles de la recherche scientifique, du nucléaire, du spatial, de la fusion, de la défense et pour certains, du dossier UAP. Oui, 10 personnes mortes, assassinées ou disparues sans laisser de traces. Officiellement, aucun lien n'a été établi. Officieusement, personne ne semble avoir eu très envie de le chercher. Voici donc la liste. On commence le 4 juillet 2024. Frank Magwald, chercheur senior au JPL de la NASA, qui meurt à Los Angeles à l'âge de 61 ans. Aucune cause de décès rendue publique, aucune autopsie communiquée et autour de cette mort, le silence habituel des grandes institutions quand elles décident qu'un dossier n'a pas vocation à devenir une histoire. Circuler, il n'y a rien à voir. On enchaîne avec le 4 mai 2025. Anthony Chavez, ancien employé du Los Alamos National Laboratory, qui disparaît. Portefeuille, clés, voiture, tout reste sur place comme si l'homme s'était évaporé hors de sa propre vie en laissant derrière lui les accessoires ordinaires de l'existence. Puis, le 22 juin 2025, c'est Monica Jacinto Reza, 60 ans, ingénieure aérospatiale et co-inventrice de Mondalois qui disparaît à son tour. Et là, le profil devient déjà plus lourd. Mondalois n'est pas un gadget de laboratoire pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est un alliage à base de nickel conçu pour équiper les moteurs de fusée destinés à remplacer les RD-180 russes dont les États-Unis dépendaient stratégiquement. Autrement dit, ici, on touche à la souveraineté propulsive américaine. Reza était Technical Fellow chez Aerojet Rocketdyne, le grade technique le plus élevé de l'entreprise avant d'être récemment intégrée au JPL de la NASA. Ce jour-là, dites-vous qu'elle part en randonnée dans l'Angeles National Forest, près du mont Waterman. Elle fait un signe anodin de la main à son compagnon de marche. Elle se retrouve à une dizaine de mètres derrière lui, puis elle disparaît. Plus rien. Des semaines de recherche, des hélicoptères, des chiens, des drones, des équipes au sol. Rien. Pas de corps, pas de traces, pas de scène lisible. L'affaire finit par être transférée à l'unité des homicides et depuis plus rien.
Il y a encore le 26 juin 2025, soit 4 jours plus tard, Melissa Casillas, assistante administrative au Los Alamos National Laboratory, qui disparaît à son domicile. Ses téléphones avaient été réinitialisés aux paramètres d'usine avant son départ. Effacés donc, nettoyés, vidés, comme si avant même sa disparition, quelque chose avait déjà pensé à la postérité numérique du dossier. Puis, le 28 juin 2025, cette fois-ci c'est Steven Garcia, 48 ans, qui disparaît à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Et c'est ici que la liste commence à prendre une tournure beaucoup plus dérangeante. Garcia travaillait comme contracteur pour le Kansas City National Security Campus, le KCNSC, l'installation qui fabrique plus de 80% des composants non nucléaires de l'ensemble de l'arsenal nucléaire militaire américain. Son rôle n'était pas périphérique. Il gérait des actifs sur l'ensemble du site avec habilitation top secrète et supervisait des dizaines, peut-être des centaines de millions de dollars d'équipements, dont certains classifiés. Le matin du 28 août, il sort de chez lui à pied. Il laisse son téléphone, ses clés, son portefeuille, sa voiture. Les caméras de surveillance le captent à 9h sur Cat Hale Court Southwest, en short, chemise camouflage verte, une arme à la main, puis plus rien. Dans les jours qui suivent, le KCNSC fouille ses ordinateurs, ses emails, ses fichiers sans plus de résultats. Le 15 décembre 2025, on a encore Nuno Loureiro, 47 ans, directeur du Plasma Science and Fusion Center du MIT, qui est abattu à son domicile de Brooklyn dans le Massachusetts. Plusieurs balles. Il meurt le lendemain. Là encore, le profil n'a rien d'anodin. Loureiro travaillait sur la fusion nucléaire et la dynamite des plasmas non linéaires. Autrement dit, sur l'un des domaines les plus stratégiques du siècle qui vient. Celui qui pourrait à terme rendre les combustibles fossiles obsolètes et reconsidérer la hiérarchie mondiale de l'énergie. Son tueur est identifié comme un ancien camarade de promotion portugais. Quelques jours plus tard, cet homme est retrouvé mort lui aussi, mais par suicide, dans un entrepôt du New Hampshire. Mobile officiel, flou. Dossier refermé dans une brune commode. Le 13 décembre 2025, Jason Thomas encore, directeur adjoint de la recherche en biologie chimique chez Novartis, avec des contrats actifs auprès du département de la Défense, est lui aussi signalé disparu. Son corps sera retrouvé dans un lac du Massachusetts le 17 mars 2026. Pas de jeu criminel suspect, disent les autorités. Mais encore une fois, une formule administrative qui clôt plus qu'elle n'explique. Le 16 février 2026, c'est Carl Grillmer, 67 ans, astrophysicien à Caltech et chercheur depuis 29 ans au Centre de traitement des données infrarouges du JPL, qui est abattu d'une balle dans le torse sur le porche de sa maison dans le désert de l'Antelope Valley à 6h10 du matin. Grillmer n'était pas seulement un universitaire de plus, il avait détecté de l'eau sur des exoplanètes et travaillé sur la traque des astéroïdes susceptibles de menacer la Terre. Là encore, les amis, on est au croisement de l'astronomie, de la surveillance stratégique et de la défense planétaire. Un suspect est arrêté ce coup-ci, Freddy Snyder, 29 ans, sans relation connue avec la victime, sans mobile établi. Ce qui est documenté, mais peu repris, c'est que Snyder avait été arrêté apparemment 2 mois plus tôt pour une infraction à la législation sur les armes, avant d'être relâché, charge abandonnée, de manière quand même assez inexplicable. Puis apparemment, il est revenu pour accomplir sa mission. On a encore le 27 février 2026, William Neil McCasland, général 3 étoiles à la retraite, qui quitte son domicile d'Albuquerque, sans téléphone, sans lunettes de prescription, sans ses dispositifs portables. Il emporte des chaussures de randonnée et un revolver calibre 38. Il ne reviendra pas. Le FBI est appelé, drone thermique, équipe au sol, des semaines de recherche sans aucun résultat. Et c'est là que tout ce qui s'était accumulé avant cesse définitivement de ressembler à une simple série noire. Je vous ai fait une vidéo sur cet homme, je vous la mets en barre de description. Parce que donc, le 6 avril 2026, Nick Pope, qui meurt, le dernier en date, vous connaissez déjà l'ouverture, puisque c'était mon introduction à cette histoire. Donc comprenez, 10 noms, 21 mois, même géographie profonde, même titre de profil, même silence institutionnel. L'ancien directeur adjoint du FBI, Chris Zwicker, commentant l'accumulation, n'a pas avancé de grandes théories. Il a dit simplement qu'on pouvait qualifier tout cela de suspect, effectivement, et que ces personnes avaient travaillé dans des technologies critiques. Or, ces mots dans la bouche d'un ancien numéro 2 du FBI
pèse beaucoup plus lourd que le commentaire d'un amateur de forum, cela va sans dire, mais surtout ça a déclenché une espèce de vague d'interrogation. Les représentants Tim Burchett et Eric Burlinson ont pris la parole publiquement. Burlinson a demandé l'implication du FBI, qualifiant cette série de profondément préoccupante. Burchett est allé plus loin encore, devant les caméras. Selon lui, les agences du renseignement bloquent activement son enquête. Ce n'est pas une rumeur marginale, c'est un élu du Congrès américain qui dit qu'on l'empêche d'investiguer sur des morts et des disparitions autour d'un réseau de recherche classifié. Et justement, comme si cela ne suffisait pas, vous avez dû le noter, mais McCasland, qui a disparu 6 jours seulement après la directive de divulgation UAP signée par Trump le 20 février 2026. 6 jours seulement, c'est bizarre. Et je vous l'avais dit, McCasland est le pivot de cette liste. Pas parce qu'il est le plus connu, pas parce qu'il est le plus connecté, mais parce que son parcours ressemble à une carte routière des zones les plus sensibles du système techno-militaire américain. Écoutez ça. Doctorat au MIT en ingénierie astronomique en 1988 sous la direction de Richard Batin, architecte du système de guidage du programme Apollo. Chef ingénieur du programme GPS Navstar, directeur au Space Based Laser Project, commandant du Phillips Research Site à Kirkland Air Force Base, commandant de l'Air Force Research Laboratory à Wright-Patterson avec 4,4 milliards de dollars de revenus annuels, des technologies spatiales, des matériaux avancés, des programmes à double usage et surtout membre spécial Access Program Oversight Committee, le communauté qui supervise la totalité des programmes d'accès spécial du gouvernement de la Défense. Il était à tous les niveaux. En janvier 2016, d'ailleurs, Wikileaks publie les emails de John Podesta. Dans les archives apparaît un message de Tom DeLonge, fondateur de Star Academy, adressé au directeur de campagne d'Hillary Clinton. Sujet général McCasland. DeLonge écrit que McCasland est très au courant parce qu'il était en charge de tout. Que lorsque Roswell s'est écrasé, les débris avaient été expédiés au laboratoire du Wright-Patterson. Que McCasland dirigeait précisément ce laboratoire quelques années plus tôt. Qu'il sait exactement ce que DeLonge cherche à accomplir. Qu'il a aidé à constituer son équipe de conseillers et qu'il s'agit d'un homme très important. McCasland n'a jamais confirmé cette histoire. Il n'a jamais non plus nié. Et dans ce genre d'univers, le silence vaut parfois davantage qu'un démenti. Et c'est ici que le dossier Garcia, vous l'avez compris, cesse d'être une simple disparition de plus dans la liste, parce qu'étonnamment, dans le cas McCasland, on retrouve presque la même scène. Rappelez-vous, le 28 août 2025, Garcia quitte son domicile d'Albuquerque, je vous le disais, à pied. Il laisse derrière lui son téléphone, ses clés, son portefeuille et sa voiture et emporte une arme, puis il s'évapore. 6 mois plus tard, à moins de 10 km de là, c'est le tour de McCasland, puisqu'il fait exactement la même chose. Donc, même ville, même départ à pied, même abandon des objets essentiels, même arme, même disparition sans suite. Une source proche du dossier Garcia dira plus tard au Daily Mail qu'en découvrant le cas McCasland, forcément, elle a eu l'impression de lire 2 fois le même rapport. Le schéma est, selon elle, mais même selon nous, identique. Et ce n'est pas un détail périphérique. Le KCNSC, où travaillait Garcia, est rattaché opérationnellement à Kirkland Air Force Base, la base de McCasland, qu'il a commandé d'ailleurs entre 2001 et 2004. Ces 2 hommes n'évoluaient pas dans des mondes parallèles. Ils évoluaient dans le même écosystème. Pareil pour Monica Jacenko-Reza, elle aussi cesse alors d'être un simple nom dans l'inventaire. Son programme était directement financé par l'AFRL, sous le commandement de McCasland. L'alliage mondial transitait par sa chaîne budgétaire. Là encore, on n'est pas dans une promexité vaste, mais dans un financement traçable, une chaîne de commandement documentée, un même environnement stratégique. Regardez clairement la carte. 3 nœuds apparaissent. Albuquerque, Kirkland, Los Alamos. Le cœur nucléaire et spatial du Nouveau-Mexique avec McCasland, Garcia, Chavez et Casillas. La Californie du Sud, le corridor JPL Caltech Aerojet avec Reza, Gridmer et Maywend. Et à l'est, Cambridge, Brooklyn, Massachusetts avec Lorero et Thomas. Ce triangle n'a rien d'anecdotique. C'est la colonne vertébrale de la recherche défensive et spatiale américaine. Et dans chacun de ces nœuds, les institutions qui ont perdu ces gens ont dit le strict minimum. GPL n'a rien dit sur Reza, la NASA n'a rien dit, Caltech a décrit la mort de Grillmer comme un départ soudain sans mentionner qu'ils avaient été abattus. Wright-Patterson a proposé des séances de soutien psychologique, mais au-delà de ça, silence structurel.
partout, systématiquement. Le minimum verbal, le minimum public, le minimum traçable. La vraie question, les amis, est donc celle que Burchett a posée et à laquelle on l'empêche de répondre. Dans la guerre froide technologique que les grandes puissances mènent autour de la propulsion, de la fusion, de la détection spatiale et des matériaux avancés, qui protège quoi, à quel niveau et par quels moyens? Un homme qui a supervisé, rendez-vous compte, la totalité des programmes d'accès spécial du département de la Défense ne sort pas de chez lui sans téléphone avec un revolver par accident. Un contracteur qui gère une part décisive des composants non nucléaires de l'arsenal américain ne marche pas dans le désert un mardi matin par caprice. Et quand deux hommes de ce niveau, on va parler rien que d'eux, disparaissent presque selon le même protocole, dans la même ville, à 6 mois d'intervalle, le mot coïncidence commence sérieusement à ressembler à un cache-misère. Ce que cette liste dit n'est pas nécessairement qu'un système tue des scientifiques, encore que, mais ce qu'elle dit plus froidement et peut-être plus gravement encore, c'est qu'un système est en train de laisser mourir et qu'il n'y a aucun intérêt à ce que les compartiments se raccordent entre eux. Les fragments, il peut les tolérer. Ce qu'il supporte beaucoup moins, c'est qu'on commence à relier les fragments. Parce que oui, le plus inquiétant, c'est qu'en mettant bout à bout les bons noms, les bons lieux, les bons secteurs et les bons silences, on commence à distinguer non plus une série de drames isolés, mais la bordure d'un système qui ne tolère pas qu'on voit sa carte complète. Et le pire, c'est que la liste n'est peut-être pas finie. On pense maintenant à notre actu numéro 2, la 33e réunion Bilderberg. Du 9 au 12 avril 2026, pendant que le grand théâtre médiatique occupe les regards avec ses guerres, ses marchés, ses paniques programmées et ses polémiques de surface, un autre théâtre, infiniment plus discret, s'est ouvert à Washington. Bien évidemment, pas de retransmission, pas de tribune publique, pas de conférence de presse digne de ce nom. Juste un hôtel verrouillé, des cordons de sécurité, des arrivées feutrées et derrière les portes du Salamander, la 72e réunion du groupe Bilderberg. Le groupe l'assume lui-même sur son site. Washington du 9 au 12 avril, liste des invités publiés, grand thème affiché, mais contenu réel des échanges laissés dans l'ombre. Comme toujours. Et c'est précisément pour cela d'ailleurs que Bilderberg continue de fasciner. Parce que depuis 1954, l'organisation se présente comme un simple forum destiné à favoriser le dialogue entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Une formule presque innocente, presque administrative, pour désigner en réalité l'un des cercles les plus opaques du pouvoir occidental. Pas le Forum économique mondial avec ses projecteurs, ses slogans et sa mise en scène de vitrine. Son ombre, sa version plus ancienne, plus fermée, plus froide, peut être aussi plus décisive. Là où Davos joue la gouvernance en public, Bilderberg donne l'impression de travailler en amont, dans cette zone grise où l'on calibre les priorités, où l'on aligne les intérêts, où l'on sélectionne les hommes, où l'on prépare parfois les futurs rois avant même qu'ils apparaissent au balcon. Et justement, voilà, ce qui rend l'édition 2026 plus intéressante encore, c'est son calendrier. Le retour d'une réunion d'avril n'était plus arrivé depuis 1993, lorsque le groupe s'était réuni en Grèce du 22 au 25 avril. 33 ans donc. Le chiffre, à lui seul, en dit long. Parce que dans un univers saturé de rites, de seuils, de codes et de signaux, il est difficile de faire comme s'il était neutre. Le 33, vous l'avez compris sur ma chaîne, n'est jamais simplement un nombre pour ceux qui lisent le pouvoir à travers son langage symbolique. Il fonctionne comme une balise, comme une teinte posée sur l'événement, comme une manière de dire que cette réunion ne doit pas être regardée comme une édition ordinaire, mais bel et bien comme une session de bascule. Et dans la configuration actuelle, je pense que ça va de soi. Parce que quand on regarde l'ordre du jour officiel, on comprend immédiatement pourquoi l'ère de cette réunion sent moins la routine que l'urgence. Intelligence artificielle, sécurité arctique, Chine, finances numériques, diversification énergétique, guerre du futur, relations transatlantiques de défense, Ukraine, Russie, États-Unis, Moyen-Orient, commerce mondial, Ouest. Ce n'est pas l'agenda d'un club de réflexion mondial. C'est presque la table des matières du monde qui vient. La capacité à calculer, la capacité à tracer, la capacité à contrôler, la capacité à faire la guerre, la capacité à redessiner les corridors d'énergie, de souveraineté et d'influence. Tout y est, même duchesse. Et surtout, regardez qui s'assoit autour de cette table. Albert Bourla,
pour Pfizer, Jack Clark pour Anthropic, Demis Hassabis pour Google, DeepMind, Alex Karp pour Palantir, Brian Shim pour Anduril, Eric Schmidt, Brad Smith pour Microsoft, Face Barrel pour l'Agence internationale de l'énergie, Mark Rutte pour l'OTAN, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Coinbase, l'armée américaine, des ministres, des chefs d'état-major, des stratèges, des financiers, des industriels. À ce niveau-là, on ne parle plus d'un simple dîner d'influence, on parle d'une architecture, d'un point de jonction entre big tech, complexe militaro-industriel, finances transnationales, énergie et appareils d'État. Et ce point de jonction s'est constitué sans témoin, sans micro ouvert, sans compte rendu accessible. C'est là justement que le groupe Bilderberg retrouve sa véritable nature symbolique. Non pas nécessairement celle d'un conseil des méchants, au sens caricatural du terme, mais dans un sas de pré-coordination. Un lieu où les grands acteurs d'un même système viennent vérifier que leurs cartes s'emboîtent encore, que leurs intérêts restent compatibles, que les récits du futur peuvent être tenus sans trop de dissonance. Le pouvoir le plus efficace, vous le savez, n'est pas toujours celui qui signe les lois, c'est souvent celui qui homogénéise les priorités avant même que les lois soient écrites. Celui qui fait passer des décisions encore invisibles pour des nécessités évidentes quelques mois plus tard. Et c'est précisément cette mécanique, le récit fabriqué en amont, la solution présentée comme inévitable, la crise arrivant toujours avec sa réponse déjà emballée, qui explique pourquoi certains noms sur la liste 2026 méritent qu'on s'y attarde beaucoup plus longtemps. Parce que quand même, vous avez percuté comme moi. Albert Bourla est là, PDG de Pfizer, présent à Washington pendant que moins de 3 semaines plus tôt, Bloomberg rapportait que le vaccin contre la maladie de Lyme co-développé par Pfizer et Valneva n'avait affiché qu'une efficacité de 73% dans son essai de phase 3, sans atteindre le critère statistique clé défini à l'avance. Pas un désastre, bien sûr que non, ils vont pas le dire comme ça, mais pas non plus le triomphe net qu'un tel produit rêverait de vendre au moment de son lancement. Et presque justement au même moment, plusieurs médias justement commencent à marteler le retour violent des tiques avec des taux d'infection au Lyme supérieurs à 40% dans des prélèvements précoces du Connecticut, le tout relu immédiatement à travers le prisme du dérèglement climatique. Officiellement, ils vous diront, rien ne permet d'établir une orchestration. Non, mais la séquence, elle est là, lisible, presque didactique. Un produit stratégique qui patine, une peur sanitaire calibrée qui remonte dans le flux médiatique, et au centre de tout cela, une réunion fermée où siège précisément le PDG dont le groupe a le plus à gagner si cette peur se transforme en demande. Ce n'est pas Bilderberg qui orchestre l'éthique, je dis pas ça. Mais c'est exactement le type de synchronicité que ce genre de réunion rend pensable et qu'elle rend surtout invisible en même temps puisqu'il n'y a jamais eu de procès-verbal. Ce qui rend tout cela plus lourd encore, c'est le contraste vertigineux entre l'importance objective des personnes présentes et le silence médiatique qui entoure systématiquement Bilderberg. Des ministres en exercice, des patrons de fonds géants gérant des milliers de milliards, des responsables militaires de premier rang, des directeurs d'agences de renseignement, des PDG dont les décisions façonnent la vie quotidienne de centaines de millions de personnes, tous réunis pendant 4 jours à Washington dans un huis clos presque total sans que cela ne devienne un sujet majeur dans les rédactions. C'est quand même une dinguerie. Pas de grand débat public, pas d'exigence sérieuse de transparence, pas de journalistes d'investigation campés à l'entrée du Salamander pour demander des comptes. Non, rien. Comme si le pouvoir le plus dense était précisément celui que nous avions collectivement appris à ne plus regarder. Comme si l'opacité, à force de se répéter depuis 1954, avait fini par être intégrée comme une donnée normale du paysage politique. Et c'est peut-être là le tour de force le plus remarquable de Bilderberg. Non pas d'agir dans l'ombre, mais d'avoir rendu l'ombre elle-même acceptable. Alors oui, la vraie question, du coup, n'est pas seulement qu'ont-ils dit derrière ces portes. Nous n'aurons pas la transcription, bien évidemment. Mais la vraie question est plus froide et sans doute plus importante. Pourquoi, en pleine accélération de l'intelligence artificielle, en pleine reconfiguration géopolitique, en pleine fusion entre guerre, données, finances et énergie, les architectes de ce système ont-ils jugé nécessaire de se réunir si tôt, si directement et autour d'un ordre du jour qui ressemble moins à un débat qu'à une feuille de route? Il me semble que cette question est bien légitime. Et c'est peut-être là que le 33 prend aussi tout son poids. Non pas comme une preuve, mais comme un climat, comme la signature
d'un moment ritualisé, comme la sensation que cette réunion d'avril n'était pas une rencontre de plus, mais un seuil, un passage, un point de synchronisation entre ceux qui gouvernent officiellement le monde, ceux qui le financent, ceux qui le calculent, ceux qui le surveillent et ceux qui prétendent encore décider de sa direction. Les faiseurs de rois, comme je les appelle, ne se réunissent jamais pour rien, les amis. Et quand ils se réunissent aussitôt, aussi serrés, aussi bien entourés, c'est rarement parce que le monde va ralentir. Et on passe directement à notre actu numéro 3, l'image. Puis il y a cette image, pas un discours, pas une loi, pas un décret, une image. Et parfois, dans un monde saturé de communication politique, une image dit davantage que 10 conférences de presse. En effet, au début du mois d'avril 2026, Donald Trump publie sur son réseau social Trust Social une illustration générée par intelligence artificielle dans laquelle il apparaît drapé de blanc et de rouge, la main illuminée, penché sur un homme allongé dans un lit comme s'il était en train de le guérir. Immédiatement, la lecture christique saute aux yeux. Pas à moitié, pas de manière subtile. Une vraie mise en scène de salut, de miracle, de pouvoir réparateur. L'image provoque un tollé jusque dans son propre camp religieux et conservateur, avant d'être supprimée, bien évidemment. Mais une fois qu'un symbole a été lâché dans l'espace public, le supprimer ne suffit absolument pas à l'effacer. Ce qui rend cette affaire intéressante, ce n'est pas seulement que Trump ait laissé circuler une image où il apparaît comme une figure de guérison quasi messianique, c'est aussi la manière dont il tente ensuite de la défendre. Interrogé publiquement sur la raison, il ne nie pas l'avoir postée. Au contraire, il explique qu'il pensait partager une image de lui en médecin ou en travailleur de la Croix-Rouge, faisant aller mieux les gens selon ses propres mots. Et c'est précisément là que sa défense devient plus révélatrice que rassurante. Parce que ce que l'image montre n'a rien d'un simple médecin de campagne ou d'un humanitaire anonyme. Tout dans sa composition pousse vers autre chose. La lumière, la robe, le geste de la main, la posture de bénédiction, la dramaturgie même de la scène. On n'est pas dans le soin, on est ici clairement dans le miracle. Et c'est là que le sujet, vous allez le voir, cesse clairement d'être un simple bad buzz. Car le Trumpisme, quoi qu'il en soit, a toujours flirté avec l'imaginaire providentiel, avec l'idée d'un homme envoyé pour sauver la nation, purifier le système, rétablir l'ordre, punir les traîtres, guérir le corps malade de l'Amérique. Mais ici, on n'est plus seulement dans la projection de ses partisans, ni dans la mythologie fabriquée autour de lui par d'autres. Non. Ici, l'image, je le répète, vient de son propre circuit de diffusion. Ce n'est plus la base qui le sacralise, c'est le centre lui-même qui se laisse représenter puis défendre comme figure de guérison et de rédemption. Et pourtant, le plus troublant n'est même pas encore là, vous allez voir. Le plus troublant, c'est qu'une lecture symbolique beaucoup plus lourde a immédiatement émergé à partir de la comparaison entre deux versions de ce même visuel. D'un côté, une version diffusée plutôt sur X par Nick Adams, un commentateur conservateur pro-Trump connu pour relayer ce type d'image d'intelligence artificielle, et de l'autre, la version ensuite partagée par Donald Trump sur Trust Social. Et selon ceux qui ont comparé les deux, une modification précise saute aux yeux. Là où l'image initiale montrait un soldat au premier plan, la version relayée ensuite par Donald Trump ferait apparaître à sa place une figure couronnée, angélique ou démoniaque, selon les lectures et les gens et les appréciations de chacun. C'est ce détail qui a fait basculer l'image dans carrément autre chose. Parce que cette couronne à pointe a aussitôt été rapprochée par plusieurs observateurs d'une iconographie luciférienne. Certains y ont vu un écho au génie du mal, cette sculpture du 19e siècle de la cathédrale Saint-Paul qui représente Lucifer. D'autres y ont vu non pas Lucifer directement, mais une figure de type ange déchu, Baphomet ou encore Paimon, démon connu dans certaines traditions occultes pour sa couronne à 3 pointes. Peu importe, moi j'ai envie de vous dire au fond l'identification exacte. Ce qui compte, c'est l'effet. Et l'effet est limpide. Une scène de guérison apparemment christique se retrouve contaminée par une présence couronnée qui fait basculer l'ensemble vers une lecture inversée, démoniaque, voire clairement apocalyptique. Et c'est seulement à partir de cette retouche que la lecture symbolique s'élargit vraiment. Parce qu'une fois cette figure couronnée installée derrière la scène de salut, Trump ne ressemble plus seulement à un faux Christ ou à un médecin providentiel. Sa silhouette,
sa posture, sa tenue rappellent alors beaucoup plus directement le magicien de la célèbre couverture de The Economist en 2017. Cette figure ambiguë, théâtrale, mi-prophète, mi-illusionniste, qui condensait déjà l'idée d'un pouvoir fondé sur la manipulation du réel, la fabrication du récit et la mise en scène du chaos. À partir de là, on n'a plus seulement un Trump christique, on a un Trump thaumaturge, un Trump illusionniste, une figure hybride qui emprunte à la fois les codes du salut et ceux de la magie politique. Vous savez que sur ma chaîne, on est apolitique, donc c'est juste un débunkage à froid. Et ce rapprochement devient encore plus troublant quand on y ajoute l'argument linguistique abondamment repris dans ce type de lecture. Le mot MAGA, dans de nombreuses relectures symboliques diffusées en ligne, est rapproché du champ lexical du magicien, du sorcier, voire de la sorcière. Ce n'est évidemment pas une preuve, mais dans un imaginaire politique saturé de symboles, de sigles, de slogans et de double sens, ce genre de rapprochement ne surgit jamais innocemment. Il ajoute une couche de plus. Trump ne serait selon certains plus seulement le sauveur autoproclamé, il deviendrait aussi le grand illusionniste, celui qui fascine, hypnotise, déréalise et gouverne autant par le spectacle que par le pouvoir. Et c'est ici que l'angle devient vraiment, mais alors vraiment explosif. Parce que ce visuel n'oppose pas seulement le bien et le mal dans une imagerie patriotique un peu kitsch, il travaille quelque chose de beaucoup plus pervers. La fusion du sacré, du politique et du démoniaque dans une même composition. Un faux Christ en train de guérir avec derrière lui non pas le ciel pur, non pas l'ange protecteur, mais une présence ambivalente, sombre, presque luciférienne, comme si l'image elle-même refusait de choisir entre messianisme et inversion du messianisme. Voilà pourquoi elle est si intéressante. Elle ne fonctionne pas comme une simple image chrétienne, elle fonctionne comme une image chrétienne contaminée. Et quand une image de ce type provoque un malaise jusque chez des conservateurs religieux qui n'ont pourtant pas l'habitude de s'effrayer d'une esthétique trumpienne chargée, c'est qu'elle a touché un point beaucoup plus profond que prévu. Ce point, il est peut-être là. Trump ne se contente plus d'être le chef politique, le patriote, le restaurateur, l'homme fort. On dirait qu'il glisse vers une iconographie de guérisseur, de médiateur entre souffrance et salut, exactement au moment où l'Occident traverse une saturation de guerre, de fatigue morale, de fractures religieuses et de crise de légitimité. Dans un tel climat, le pouvoir ne cherche plus seulement à commander, on dirait bien qu'il cherche à guérir, ou plutôt à se faire passer pour celui qui guérit. Et c'est souvent là que commence le faux sacré. Quand la politique cesse de vouloir gouverner le réel et commence à vouloir incarner le salut, on dirait bien qu'on assiste à un glissement qui est un petit peu dangereux. C'est pour cela que la réponse de Trump est presque plus parlante que l'image elle-même. Dire qu'il croyait poster une image de lui en médecin de la Croix-Rouge, parce que c'est ce qu'il a dit, ce n'est pas désamorcer la scène. C'est au contraire confirmer qu'il se voit ou veut être vu comme celui qui soulage, qui soigne, qui répare les corps et les nations, qui rétablit l'ordre par simple contact. Or, c'est exactement la structure visuelle du miracle, exactement la structure de l'homme providentiel, exactement la logique d'une politique qui ne se présente plus comme administration du possible, mais comme opération de rédemption. Et ce n'est pas un hasard si ce visuel surgit précisément dans un contexte de tension ouverte avec le pape Léo XIV. Vous savez que je ne crois pas aux coïncidences, mais Léo XIV n'est pas n'importe quel pontife. Il est américain, né à Chicago. Robert Francis Prévost, élu le 8 mai 2025, premier pape américain de toute l'histoire de l'Église catholique. Autrement dit, pour la première fois depuis des siècles, les deux formes d'autorité symbolique les plus puissantes de l'Occident sont incarnées simultanément par deux hommes nés sur le même sol. Le chef temporel de la première puissance mondiale et le chef spirituel de 1,4 milliard de catholiques. Deux Américains, deux prétentions à une autorité qui dépasse le simple mandat électif ou institutionnel. Et entre ces deux hommes, cette semaine, une friction qui ne ressemblait à aucune autre friction politique ordinaire parce qu'elle ne joue pas sur le terrain des lois ou sur des budgets, mais sur celui du sens, de la légitimité morale et du droit à incarner quelque chose de plus grand que soi.
Quand Trump attaque Léon XIV sur sa supposée faiblesse face à la guerre et à la criminalité, il ne critique pas une position diplomatique parmi d'autres, il faut que ce soit bien clair. Il conteste le droit d'une autorité concurrente à définir ce qui est juste, ce qui est fort, ce qui mérite d'être défendu. Il dit en substance: ta parole sur le monde ne vaut pas la mienne. Et quand, dans ce contexte précis, il laisse circuler une image où il se représente en guérisseur christique, le glissement devient difficile à ignorer. Le pape réel, le seul homme sur terre dont la fonction est précisément d'être le vicaire du Christ, est attaqué, rabaissé, présenté comme inapte, pendant que le dirigeant temporel, lui, se laisse représenter dans la posture exacte que l'iconographie chrétienne réserve au Christ guérisseur. Qu'est-ce que cela peut bien signifier dans le fond? Ce n'est clairement plus de la communication politique, c'est une rivalité pour le monopole du sacré. Une tentative consciente ou non de substitution symbolique, effacer l'autorité spirituelle légitime pour en occuper la place avec une figure politique revêtue de ces signes. Et c'est peut-être là que l'image postée par Trump cesse d'être une simple maladresse de communication pour devenir un symptôme. Pas seulement le symptôme d'un ego démesuré ou d'une équipe imprudente, mais le symptôme d'une époque où le pouvoir politique ne se contente plus de gouverner. Il veut guérir, absoudre, promettre la rédemption, sauver. Il veut occuper l'espace que la défaillance des institutions religieuses, morales et culturelles a laissé vacant. Et dans ce vide, une image générée par une machine, relue à travers un vocabulaire visuel mêlant faux salut, illusionnisme politique et figure sombre en arrière-plan, finit par dire quelque chose que 10 discours n'auraient pas osé formuler aussi clairement. Le pouvoir qui se rêve en Messie n'a jamais besoin de déclarer ses intentions, il me semble. Il lui suffit de bien choisir ses images. Autrement dit, le problème n'est pas seulement que Trump soit mis en scène comme un sauveur. Le problème, c'est la nature du salut qu'on commence à lui faire incarner. Un salut politique, spectaculaire, artificiel, généré par intelligence artificielle, saturé de symboles patriotiques, flottant entre miracle et profanation, entre providence et inversion du sacré, et dans un monde comme le nôtre, il n'est jamais anodin qu'un dirigeant commence à se montrer, même par image interposée, comme celui qui ne gouverne plus seulement les hommes, mais prétend aussi les guérir. Alors attention, petit disclaimer avant que certains attrapent ma veste et se mettent à crier à la trahison. Vous savez que sur ma chaîne, on est apolitique. Moi, je débunk les faits à chaud. Je cherche pas, je ne fais pas de procès d'intention, je ne prétends pas connaître la vérité, vous le savez. On me donne des éléments, les éléments, je les débunk et je vais là où ils me mènent parce qu'en vérité, je crois qu'on ne peut avoir confiance à personne, qu'il faut se méfier de tout et que la seule vérité viendra de ceux qui cherchent, de ceux qui connectent les points et de ceux qui ne se laissent pas égarer par leurs convictions, qui ne perdent pas leur esprit critique en fonction de ce qu'ils ont eu envie de croire à un moment donné et qui sont toujours ouverts à l'analyse. Parce que, en vérité, dans ce monde, je trouve que on ne sait plus vraiment quoi penser, qu'il faut rester vigilant, qu'il faut rester alerte. Je suis d'ailleurs curieuse de connaître vos avis, donc n'hésitez pas. Avant de vous laisser, je veux encore remercier mon partenaire du jour. Merci à Cyberghost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Retrouvez mon offre exclusive en description et en commentaire épinglé, moins 83%, plus 4 mois offerts et 45 jours satisfaits ou remboursés. Parce que oui, les amis, protéger votre navigation, c'est explorer librement. Voilà, nous, on se retrouve pour nos dossiers du dimanche prochain. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe les amis.